font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces journal télévisé au sommaire de cette édition. Initialement prévue c'est vendredi, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle est finalement reportée. Aucune explication officielle n'a été donnée quant à ce. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis, face à une insécurité grandissante dans la capitale, qui préfère le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba a donc sonné la mobilisation. Plus de détails également dans ce journal. Et pour favoriser les échanges en termes d'investissement entre les pays membres de la francophonie, c'était donc le but de la 6e édition de la mission économique de la francophonie qui s'est tenue pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Et pour débattre autour du sujet sur la lutte contre les constructions anarchiques dans la capitale congolaise, nous recevons sur ce plateau Dieudonné Bonali qui va donc nous parler de ces sujets. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans ces journaux à la grande édition sur votre chaîne. On va prendre ces premiers éléments lors de l'ouverture de ces vendredis du sommet sur le plan Mattei et Global Gateway à Rome. La première ministre Judith Suminwa a mis en avant les vastes opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. Elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à renforcer les mesures incitatives, notamment fiscales, pour attirer des partenaires fiables autour du projet stratégique du corridor de Lobito. Ces corridors, soutenus par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres partenaires, est au cœur d'une vision de développement intégré de la sous-région. La chef du gouvernement a plaidé pour la construction d'un réseau de transport multimodal, c'est-à-dire le route, le rail, le voie fluviale et le lac Tanganyika afin de désenclaver les bassins de production, relancer les cultures de rente et stimuler l'industrialisation locale. Judith Suminwa a également évoqué d'autres projets structurants tels que le barrage d'Inga et la formation professionnelle en lien avec le corridor de Lobito. En marge du sommet, elle a salué le nouveau partenariat symbolique entre le ministère du Tourisme et le club italien de football, l'AC Milan. Preuve selon elle que la RDC, malgré l'insécurité à l'Est, reste debout et tournée vers l'avenir. Et dans les domaines de la santé, reçu le jeudi par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, une délégation de députés provinciaux du Haut-Katanga abordée dans un climat d'échange ouvert et constructif de questions cruciales liées à la gestion sanitaire et aux frontières, mais également à la stabilité institutionnelle de la province. Francine Moukeba. 3 points clés ont été abordés. Les arrêtés contestés, le fonctionnement de la maison d'application du programme national d'hygiène aux frontières et la gestion institutionnelle locale. Nous sommes venus avec cette délégation pour porter un échange avec son Excellence le ministre de la Santé sur 3 problèmes. Le premier portait sur les 2 arrêtés, l'un ministériel et l'autre interministériel, qui provoquaient des remous au sein de notre province par rapport aux transporteurs assujettis. Et le deuxième problème était sur les mesures d'application
Et le troisième, c'était à l'interne pour porter de la mise en place de nouveaux coordonnateurs et de celui qui doit céder la place à l'autre. Le ministre de la Santé s'est montré réceptible aux préoccupations exprimées, promettant d'examiner chaque dossier dans un esprit d'apaisement et de respect de la légalité. De leur côté, les députés ont réaffirmé leur engagement à soutenir les actions de santé publique tout en appelant à une gestion responsable sur les terrains. On va ouvrir le dossier sécuritaire à présent en nous rendant dans la province du Haut-Katanga, dans son chef-lieu Lubumbashi, où face à une insécurité grandissante dans la capitale crupifère, le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba sonne la mobilisation. Il a réuni ce vendredi le chef de police pour redéfinir les priorités et redonner confiance à la population. Rachel Misenga. Face à une situation sécuritaire de plus en plus alarmante à Lubumbashi, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a convoqué ce vendredi 20 juin une réunion de commandement avec tout le chef d'unité de la police nationale congolaise. Objectif, reprendre en main la situation sur le terrain. La tendance doit s'inverser immédiatement, a-t-il ordonné, appelant ces hommes à être un rempart contre l'insécurité et non ses complices. Le commissaire a alerté sur la recrudescence du banditisme urbain et exigé la maîtrise des effectifs et du matériel. Tous les détachés devront désormais justifier leur mission et contrat. Je synthétise en ceci. La situation est préoccupante. Nous devons récupérer la situation maintenant par la réorganisation de services. Les effectifs doivent être maîtrisés, le nombre d'armes aussi. Et par conséquent, j'attends la déclaration de tous les détachés qui vont recevoir des bulletins de service prochainement après la vérification de leur contrat. La discipline, la rigueur et la réorganisation des services sont le maître mot de cette nouvelle offensive sécuritaire dans une ville où les citoyens attendent des actes concrets. Et puis, le chef de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, est arrivé à Kinshasa ce vendredi. De sources renseignent une visite de travail s'inscrivant dans la ligne droite de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui traque des ADF Nalu au nord Kivu, mais également à Nitori. José Junior Ouawa. C'est par l'aéroport international de Njili que le général ougandais Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée ougandaise, a foulé les sols congolais ce vendredi en opération conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour la traque de djihadistes de forces démocratiques et alliées, ADF, actifs dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'UPDF est en RDC depuis 2021 dans les cadres de l'opération Shuja avec l'accord du gouvernement congolais. À Kinshasa, l'officier général ougandais devra rencontrer plusieurs responsables congolais, même si son agenda n'est pas encore dévoilé. Arrivé dans un contexte où la RDC et le Rwanda sont en passe de signer un accord de paix sous l'égide des États-Unis, la visite du général ougandais devrait être l'occasion d'une évaluation complète non seulement de relations sécuritaires entre Kinshasa et Kampala, mais aussi de rapports de force dans une sous-région des Grands Lacs, en plein bouleversement géopolitique et géostratégique. Dans un message sur les réseaux sociaux X le 6 juin dernier, le général Muhoozi Kainerugaba avait évoqué la nécessité pour les dirigeants de la sous-région d'œuvrer pour la paix. Et puis dans un registre judiciaire initialement prévu pour ce vendredi, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle est finalement reportée. Aucune explication officielle n'a été donnée, mais selon une source interne, le scrutin pourrait être reprogrammé dès mardi prochain. Dieudonné Kamuleta, actuel président, arrive en fin mandat
Ce 22 juin, il avait succédé à Dieudonné Kalouba, invincé dans des circonstances contestées. Le mandat du président de la Cour, doublé de celui du Conseil supérieur de la magistrature, est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Et Kamouleta est en lice pour un second mandat. Affaire à suivre. Et toujours à Kinshasa, la lutte contre les constructions anarchiques prend de l'ampleur avec de démolitions massives visant à rétablir l'ordre urbain. Si cette initiative est largement soutenue par la population, elle soulève également de préoccupations quant aux conséquences pour le propriétaire et commerçant touché. Alors que la ville cherche à se moderniser, la nécessité d'un dialogue entre l'État et les citoyens devient cruciale pour garantir un développement urbain équilibré et respectueux des droits individuels. Gigi Nende. La lutte contre les constructions anarchiques se poursuit dans la ville de Kinshasa. Cette mesure a particulièrement des conséquences sur les responsables des bâtiments concernés, mais également les commerçants qui se retrouvent du jour au lendemain sans ressources. Les autorités poursuivent les démolitions de plusieurs bâtiments illégalement construits, une initiative qui a suscité un grand soutien parmi la population qui appelle par ailleurs à une meilleure gestion de l'urbanisme par l'État. Par rapport aux commerçants, par exemple, je dirais que je salue cette mesure. Autant que ces commerçants occupent des endroits qui étaient destinés, n'est-ce pas, en fait, des endroits que nous devons tous respecter. Prenons le cas, n'est-ce pas, de la Victoire, le milieu connu, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. C'est un milieu qui doit être propre, et surtout qu'à côté, il y a un monument des artistes. Donc, nous devons, n'est-ce pas, honorer leur mémoire religieusement. Il y a des gens qui viennent avec des cabanes, tout ça, construire quoi que ce soit pour vendre différents articles. Mais par rapport à certaines constructions érigées, n'est-ce pas, dans ces lieux-là, je dirais que quelque part l'État a une part de responsabilité. L'État a une part de responsabilité parce que c'est le même État qui délivre des titres permettant à ses citoyens, à ses compatriotes d'occuper ces lieux. Eza mabe te eza malamu pourquoi balingi changement de mentalité so omoni bato bango kotia bamesa mpona bakuku balipa na mpasi siko leta azwila bango mesure moko babien ebuki bango to bango na mbongo bakende wapi tokele bango eloko moko ya moke bafala pa profite akitema abutiyage tikopesa exemple neti na weza batabikibala na weza selembao tukesili te ezokuta bato bakima ayo. C'est ça le cas de la décision à Boukabili. C'est le cas de les alliés où il va dire que le pays est la Si la démolition des constructions anarchiques à Kinshasa est perçue comme une étape positive vers une ville plus ordonnée, elle met en lumière le besoin urgent d'une meilleure régulation et d'une responsabilité partagée entre l'État et la population. J'ai donc annoncé au sommaire de ce journal que nous allons recevoir, ou nous recevons Dieudonné Boinelli, avec qui nous parlerons de la démolition de constructions anarchiques. Dieudonné Boinelli, bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Déjà, la question, est-ce que la démolition de constructions anarchiques peut-elle constituer des défis économiques et même sociaux? Oui, Blaise Kouzola. À Kinshasa, les opérations de démolition des constructions anarchiques se poursuivent sans désemparer. Sont concernés par cette opération les habitations illégales ou bien l'habitat illégal qui pousse comme des champignons et aussi les activités commerciales qui s'y sont développées dans les 24 communes. Objectif poursuivi par l'hôtel de ville de Kinshasa, lutter contre l'urbanisation sauvage, faire respecter les normes urbanistiques et surtout la réglementation sur les emprises publiques, sans oublier la récupération des espaces publics, la prévention des inondations et la lutte contre les embouteillages. Concernant par exemple les emprises publiques, ce sont des espaces variant entre 3 à 6 mètres
réservés pour les passages des installations électriques, les tuyaux de la régie de distribution d'eau, les trottoirs pour les piétons, les câbles de fibre optique et puis des espaces verts. Mais comment concilier la lutte contre l'anarchie urbaine et les besoins des populations victimes de ces constructions anarchiques, cette Kuzola? Pourquoi nous nous posons cette question? Parmi les victimes, nous retrouvons des locataires, des propriétaires des édifices et des bâtiments érigés sur les terrains de l'État, les emprises publiques, les espaces non aedificandi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Vous avez de l'autre côté l'État congolais, vous avez les propriétaires, entre guillemets, terriens, qui ont acquis ces espaces illégalement et qui ont aussi érigé ces édifices. Au milieu, vous trouvez maintenant des locataires qui sont soit des chefs de famille, soit des commerçants. Un jour, un bon matin, comme ça, il se réveille, il apprend, non, votre dépôt de boissons, de ciment a été détruit. C'est par exemple ce qui s'est passé voilà, à la place Victoire. Voilà, maintenant, qui va rembourser la garantie et locative? Et le locataire s'est plaint aussi, on a tout détruit, je n'ai pas d'argent à vous rembourser, partageons les pertes. Voilà les problèmes qui se posent dans ces domaines fonciers. Nous nous posons aussi la question, est-ce que l'administration ne joue pas aussi un rôle dans la prolifération de ces constructions anarchiques? Cas de la baie d'Ingaliema, cas de l'avenue Trois-Vallées, dans les quartiers Ma Campagne, toujours dans la commune d'Ingaliema, question à 1000 francs congolais. Voilà, il est reproché également dans cette opération, il est reproché au gouvernement un manque de sensibilisation. Qu'en dites-vous? Oui, ceux qui disent cela ont raison. Il aurait fallu pour l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, parce que les gouverneurs, c'est un Quinois. Il a été élu par les Quinois. Kinshasa a une assemblée provinciale. Il y a des médias, il y a des leaders d'opinion. Dans cette ville, il y a des notables, des chefs d'airie, des bourgmestres, des chefs de quartier. Il aurait fallu, comme le dit si bien les défenseurs de cette thèse, que l'hôtel de ville passe d'abord par une opération de sensibilisation de la population porte à porte à travers les médias pour que les gens adhèrent à cette lutte contre la prolifération des constructions anarchiques. Pourquoi? Il y avait intérêt à faire comprendre à la population que si aujourd'hui nous avons des inondations, si aujourd'hui nous avons des embouteillages et autres problèmes qui connaissent la ville, c'est aussi à cause des constructions anarchiques. Nous vous demandons de libérer librement ces espaces et nous vous donnons un moratoire qui pouvait aller de 30 jours à 90 jours. Libérez vous-même vos biens matériels et peut-être leur permettre de récupérer peut-être des tôles, des portes. Et même quelques petites choses. Voilà. Maintenant, je termine par rapidement par dire que il n'y a pas seulement la baie d'Ingaliema qui est concernée, c'est presque toute la ville, les 24 communes, qui est touchée par les problèmes de construction anarchique. J'ai fait une petite liste. Nous avons trouvé les ronds-points Victoire, la baie d'Ingaliema, les différentes avenues autour du marché Gambela dans la commune de Kassavubu. Vous avez les quartiers Kingabois, Kitambo Magasin, avenue Trois-Vallées, nous à Ma Campagne, Rivière Mapenza, et nous nous arrêtons là-bas. Cette liste n'est pas exhaustive. Voilà. Merci. Maintenant, ces constructions occasionnent non seulement des sans-abri, il y a des pertes d'investissement de la part de ces acquéreurs, mais aussi il y a des problèmes économiques. Ça augmente le chômage et la perte de la clientèle parce que vous devez délocaliser votre activité. Voilà pourquoi nous appelons la population à respecter les lois dans les secteurs de l'urbanisme et surtout dans les domaines fonciers. Merci. La loi est dit, mais c'est la loi.
Justement, Douralex, Sedlex, comme on l'a dit très souvent, Dieudonné Boinali, merci à vous pour votre intervention. Merci. Autre chose, à présent, la Côte d'Ivoire s'est remise à l'ère du développement durable dans l'agroécologie. Le principe est simple, notamment pour l'agriculture et l'élevage. Il s'agit de limiter le recours aux fertilisants chimiques dont les résidus peuvent gravement impacter sur la santé du sol, des plantes, des animaux et celle de l'humain. Dans le cadre de la conférence mondiale de journalistes scientifiques tenue à Abidjan, une équipe de Géopolis et bien d'autres reporters ont fait une incursion dans le centre Abel où de biofertilisants sont produits, notamment dans la volaille et la pisciculture. C'est un élément de Patrick Ilunga. Un reportage donc. Transformer des déchets d'aliments en fertilisants biologiques afin de nourrir la volaille et les poissons, c'est l'une des spécialités du centre Abel où cette expérimentation écologique est pratiquée. Ici, on pratique la culture des mouches soldats noirs. Ces insectes sont au centre des projets durables, le technicien explique. Tout tourne autour de ces mouches-là que vous voyez. On les appelle les mouches soldats noirs. Ces mouches-là ont la capacité de par leurs œufs qu'elles vont produire, de pouvoir en fait transformer les déchets alimentaires qui sont impropres à la consommation en fertilisants. Et donc, à l'intérieur de cette volière-là, vous voyez des petits pondoirs. C'est dans ces pondoirs-là que ces mouches vont pondre. Et donc, chaque matin, nous récupérons les petits pondoirs pour extraire les œufs qu'on envoie là-bas. Et donc, ici, c'est la première étape. À ce stade-là, ils ne mangent pas. On leur donne juste de l'eau et puis après, voilà, elles nous produisent des œufs. Les œufs des mouches qui éclosent deviennent des asticots, des protéines pour les poissons et la volaille. Ce procédé vise à réduire l'usage des produits chimiques parfois toxiques dont les résidus menacent à la fois les animaux, l'environnement et l'humain. Le but recherché ici est d'avoir un monde beaucoup plus durable. Objectif, régénérer les sols, préserver la biodiversité à travers la production de ressources agricoles. Donc c'est un peu ça notre mission. Ici, vous êtes sur la ferme de Bassam et avec la FAO, nous sommes en train de développer 3 autres fermes dans la région de Bassam. À Korogo, avec l'accompagnement du Programme alimentaire mondial et de ACTED, nous sommes en train de développer 4 autres fermes et dans la région de Divo avec Beyond Beans. À Grand Bassam, dans la périphérie d'Abidjan, le concept de une seule santé, thème de la 2e édition de la conférence mondiale des journalistes scientifiques, prend corps. Les chercheurs savent qu'en préservant la santé du sol, de l'environnement et des animaux, la santé humaine sera aussi préservée, car la santé de l'environnement, celle des animaux et celle de l'humain sont interreliées et interdépendantes. Dans le domaine sportif, à présent, la Confédération africaine de football a dévoilé le stade majeur qui accueilleront le championnat national, le championnat d'Afrique de Nations, le CHAN 2024, qui est prévu du 2 au 20 août, au 30 août prochain, organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ces tournois revient en Afrique de l'Est près d'une décennie après l'édition 2016 organisée au Rwanda. La République démocratique du Congo qui participera à cette compétition jouera ses matchs dans la ville de Nairobi, capitale du Kenya. Suivez. La Confédération africaine de football, en concertation avec les 3 pays hôtes de l'édition 2024 du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, a annoncé le stade qui accueilleront le principal rencontre de la compétition, le match d'ouverture, la petite et la grande finale. Le championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy, organisé conjointement par ces 3 pays, se déroulera du 2 au 30 août 2025, marquant ainsi le retour du tournoi en Afrique de l'Est après l'édition 2016 disputée au Rwanda. Le stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie accueillera le match d'ouverture du CHAN 2024 le 2 août 2025. Le stade Mandela de Kampala en Ouganda a été désigné pour accueillir le match pour la 3e place. La finale du tournoi se déroulera le 30 août 2025 au stade Kasarani de Nairobi au Kenya. Logé dans le groupe A, la République démocratique du Congo évoluera dans la ville de Nairobi en compagnie de l'Angola, la Zambie, le Maroc et le Kenya.
Revenons ici à Kinshasa où le stade de Martyrs va fermer ses portes d'ici le 1er juillet prochain. Annonce faite par le ministre des Sports Didier Boudimbu Toubouanga. Objectif rénover et même mettre une nouvelle pelouse hybride pour se conformer aux normes CAF et FIFA. Suivez. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu a annoncé la fermeture prochaine du stade de Martyrs de la Pentecôte, emblème du sport congolais, pour des travaux de rénovation qui débuteront d'ici le 1er juillet 2025. L'objectif principal est d'assainir l'enceinte sportive et d'y installer une nouvelle pelouse hybride, afin de répondre aux normes de la CAF et de la FIFA, permettant ainsi à la RDC de continuer à accueillir des rencontres internationales. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Cette décision a été prise à l'issue d'une visite surprise effectuée le jeudi 19 juin par le ministre sans en informer au préalable la direction du stade. L'inspection a permis de constater l'état général des infrastructures, saluant certains efforts, tout en soulignant des lacunes à combler pour atteindre un niveau optimal d'accueil et de sécurité. Engagé à garantir les succès de cette réhabilitation, Didier Boudimbu a promis de s'impliquer personnellement dans la résolution des difficultés liées au personnel et au financement. Il prévoit de consulter les ministères du Budget et des Finances pour assurer un suivi efficace et durable du fonctionnement du stade de Martyrs. Favoriser les échanges en termes d'investissement entre les pays membres de la francophonie, c'est le but de la 6e édition de la mission économique de la francophonie qui s'est tenue pour la première fois en Afrique de l'Ouest. La capitale béninoise Cotonou a abrité l'événement du 17 au 19 juin 2025 avec la participation de plus de 400 personnes. Suivez cet élément de Rachid Misenga. La capitale béninoise Cotonou a abrité du 17 au 19 juin la 6e édition de la mission économique de la francophonie, une première en Afrique de l'Ouest. Plus de 400 participants venus du Bénin et d'ailleurs prennent part à cet événement, avec un objectif affiché, stimuler le partenariat et faciliter les opportunités d'affaires et d'investissement entre entreprises francophones. D'un point de vue économique, nous sommes dans une sorte de révolution. Ce n'est pas simplement une diversification, c'est profondément une transformation, a dit Lionel Zinsou, président de la fondation Terra Nova. Ce forum doit être donc un tremplin pour le partenaire solide, durable, équilibré, un tremplin pour replacer les entreprises francophones au cœur de chaînes de valeur mondiale, un tremplin pour construire une croissance inclusive, verte et souveraine. Les choix du Bénin, validés en novembre 2024 par l'OIF, récompensent la croissance économique soutenue du pays évaluée à plus de 6% en 2024. Cependant, ces rendez-vous de 3 jours s'articulent autour des secteurs clés qui constituent des priorités pour le gouvernement béninois, à savoir l'agro-industrie, les industries culturelles et créatives, ainsi que la transformation numérique. À travers ces missions, l'OIF se veut un accélérateur d'opportunités pour surtout les petites et moyennes entreprises déjà présentes à l'international et un levier pour celles qui souhaitent se lancer à l'international. La mission économique de la francophonie est un rendez-vous annuel présenté comme un catalyseur de coopération entre les acteurs de 93 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis 2022, ces rencontres ont généré près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Le Maroc est confronté à un déficit commercial de 3 milliards de dollars avec la Turquie, principalement dû aux importations des tissus. Pour compenser ces déficits, allais-je dire, les autorités marocaines envisagent de revoir leur accord commercial et promouvoir davantage les investissements turcs. Suivez. Le Maroc est confronté à un déficit commercial de 3 milliards de dollars avec la Turquie, principalement dû aux importations des tissus. Pour compenser ces déficits, les autorités marocaines envisagent de revoir leur accord commercial et promouvoir davantage les investissements turcs. Selon certaines sources, les ministres délégués chargés du commerce, Omar Gira, devraient prochainement se rendre à Ankara pour discuter avec les autorités turques des mesures correctives. L'objectif est de réduire un déficit évalué à 3 milliards de dollars américains, principalement alimenté par l'importation massive des tissus turcs destinés à l'industrie de l'habillement marocaine. Les sources présentes à une réunion officielle avec les ministres ont requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Le ministère marocain du commerce et de l'industrie n'a pas réagi dans l'immédiat à une demande des commentaires. L'accord de libre-échange entre les deux pays, signé en 2004 puis amendé en 2020, prévoit notamment des droits de douane pouvant atteindre 90% sur certains produits textiles turcs dans une tentative de protéger la production locale et l'emploi. Cependant, malgré ces ajustements, les importations des textiles en provenance de Turquie demeurent soutenues. D'après les données officielles, le déficit commercial global du Maroc a augmenté de 22,8% pour atteindre 109 milliards de dirhams, environ 12 milliards de dollars sur les 4 premiers mois de l'année 2025. L'an dernier, les déficits avaient déjà progressé de 7%, s'élevant à 306 milliards de dirhams, celui vis-à-vis de la Turquie étant le troisième plus important après ceux enregistrés avec les États-Unis et la Chine. Bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons avec le potentiel qui titre à la une. Accord de paix RDC-Rwanda, Kinshasa en tire le meilleur parti. Les efforts diplomatiques en faveur de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs viennent de franchir un tournant décisif. Le mercredi 18 juin 2025, les équipes techniques de la République démocratique du Congo et du Rwanda, accompagnées par des représentants de l'administration américaine, ont finalisé les préparatifs pour la signature d'un accord de paix historique prévu le 27 juin à Washington. Ce qu'il faut retenir en luminaire est que les thèses du Rwanda ont simplement été battues en brèche et n'ont pas été acceptées par la médiation américaine. Ce sont plutôt les éléments du langage congolais qui figurent dans le document final. Selon les termes du projet d'accord, le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, ainsi que la désignation des mesures pour le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques figurent parmi les engagements fondamentaux. La plus grande victoire des Congolais, c'est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de leur pays. En clair, l'accord fait obligation à Kigali de retirer ses hommes des troupes prépositionnées en RDC et met fin à l'aventure armée de Corneille Nangaa et ses amis. De son côté, la prospérité rebondit sur l'expression des profondes réserves de Denis Mukwege sur les négociations en cours entre la RDC et le Rwanda. Dans une déclaration rendue publique hier jeudi 19 juin 2025,
Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et ancien candidat à la présidentielle 2023, exprime des fortes inquiétudes quant au processus de médiation en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis et l'observation du Qatar. Tout en réaffirmant son attachement à toute initiative en faveur d'une paix juste, durable et respectueuse des droits des populations civiles, il dénonce cependant le caractère vague, opaque et non inclusif des négociations. Il alerte sur les risques de voir l'agression contre la RDC minimisée, voire légitimée, et redoute que la justice ne soit sacrifiée au profit d'une logique de coopération économique. Selon lui, un tel accord, en l'état, consacrerait l'impunité des crimes passés et présents tout en contraignant la victime à renoncer à sa souveraineté au nom d'une paix fragile et instable. Kaboun lance un appel patriotique à Tshisekedi, rapporte Africa News. Alors que la RD Congo est frappée de plein fouet par l'une des crises politico-sécuritaires les plus importantes de son histoire, l'opposant Jean-Marc Kabound à Kabound, taisant ses tumultes avec le chef de l'État, est sorti de sa tanière pour lancer un appel patriotique pressant et vital à Félix Tshisekedi. Sans user de langage de bois, Kaboun a invité le président de la République à organiser un dialogue inclusif entre RD congolais dans le seul souci de mettre fin à la guerre qui déchire particulièrement l'est du pays. Jean-Marc Kabound estime que le dialogue dans le contexte actuel représente la voie de la sagesse qui impose à chacun de faire preuve d'humilité et de dépassement de soi pour sauver la RD Congo en péril. Inondation à Kinshasa, le gouvernement provincial prépare le retour sécurisé des sinistrés. Accompagné de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en République démocratique du Congo, Dr Anwar Othman Al-Baroudi, le gouverneur a visité les installations pour palper du doigt les conditions de vie des sinistrés. Pas que ça, il a également pris le temps d'échanger directement avec les différentes familles. Toutefois, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a précisé que le retour ne pourra s'effectuer qu'après un travail de fond réalisé en commission et sous-commission. Ce travail, qui s'étendra sur une semaine, devra établir clairement les modalités de retour en tenant compte des zones à risque et des impératifs de sécurité. Les Émirats arabes unis ont, de leur côté, exprimé leur solidarité et leur soutien à cette réponse humanitaire en accompagnant notamment les efforts de prise en charge des personnes touchées de plein fouet par la catastrophe. Terminons avec Géopolis Hebdo qui revient sur le contrat RDC-Monaco. Condé demande des explications à Boudimbu. En date du 18 juin 2025, le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC a réceptionné une question écrite de l'honorable Serge Chembo Condé adressée au ministre des Sports Didier Boudimbu Tumbwanga relative aux 2 contrats de partenariat signés entre le gouvernement congolais et 2 clubs européens, l'AS Monaco et un club espagnol. En attendant la programmation de l'audition de Didier Boudimbu Tumbwanga devant la représentation nationale, les acteurs du secteur sportif attendent avec ferveur les explications de l'élu de Kassangoulou sur les véritables enjeux et les bénéfices attendus pour la RDC dans ce projet Soft Power. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir. Fin donc de ce journal télévisé, madame, messieurs, voici le rappel de 3 principaux titres de ce jour. Initialement prévu pour ce vendredi, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle est finalement reportée. Mais selon une source en interne, ces scrutins pourraient être reprogrammés dès le mardi prochain. Et puis face à une insécurité grandissante dans la capitale cruprifère, le commissaire divisionnaire, le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba sonne la mobilisation. Il a réuni notamment ce vendredi le chef de la police quant à ce. Et puis favoriser les échanges en termes d'investissement entre le pays membre de la francophonie a été donc le thème de la 6e édition de la mission économique de la francophonie
francophonie qui s'est tenue pour la première fois en Afrique de l'Ouest, précisément dans la capitale Cotonou. Et mesdames, messieurs, c'est donc avec ces trois principaux titres que nous bouclons complètement ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne l'oubliez pas, surtout pas. Ne laisse pas le poids d'hier gâcher la grâce d'aujourd'hui. Très bon début de week-end chez vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.